Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Les Autres Bobines. Aujourd'hui au programme 14 films que j'ai vus à côté donc des sorties nationales que vous pouvez elles retrouver sur mes émissions 88 images par seconde, je vous le rappelle. On commence avec la ressortie de Lettres d'une inconnue de Max Ophuls au cinéma. Donc j'ai eu la chance du coup de le découvrir en salle. Et clairement, Max Ophuls, on sait tous que c'est un très grand réalisateur. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je suis allé voir le film en salle. Et clairement, j'ai pas été déçu, hein. Il s'agit d'un mélodrame où donc une jeune femme va tomber amoureuse de son nouveau voisin qui est pianiste et qui va finalement longtemps après continuer à l'épier et à lui envoyer aussi une lettre lorsque finalement tout sera entre guillemets fini malheureusement. C'est-à-dire que du coup ils vont quand même se rencontrer alors par inadvertance, hein, vous verrez. Mais globalement, c'est plutôt sympa, sauf que il va retomber sur elle encore quelques années plus tard, ne se souviendra pas de leur première rencontre, ce qui du coup lui fera très mal au cœur à cette jeune femme. Et forcément, après, bon, à la fin, on est plus sur un côté tragique, voilà, on va pas se cacher les choses. Mais c'est un joli film, la direction artistique est très très belle, et clairement il y a vraiment des moments très poétiques, c'est enfin, voilà, un très joli film, très joli mélo. Si vous aimez le genre, je pense que ça vous plaira. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, version longue évidemment, hein. Donc vous le savez, pour justement une trilogie de live avec Inglourious Berserker, j'ai revu la trilogie du Seigneur des Anneaux donc en version longue. Le mois dernier, je vous ai parlé de la communauté de l'anneau. Aujourd'hui, donc c'est les deux tours. Évidemment, là, hein, on est vraiment content. C'est un des meilleurs. Là, on a vraiment du bon, du très bon même, parce que justement là on a beaucoup de batailles importantes, on a celle du gouffre de Helm par exemple, on va avoir aussi l'apparition de Gollum, des Nazgûl aussi qui seront sur leur Filbeast, créature volante, hein. Et puis la première apparition de fantômes dans la saga. Alors certes c'est pas aussi marquant que dans le troisième film, mais quand même c'est quand même important qu'il soit déjà présent. Et puis on va voir aussi les Ents et Dame Éowyn, qui est probablement mon personnage féminin préféré de la saga. Donc clairement, oui, là on a un très très bon film. Je vous encourage vivement à découvrir la version longue si ce n'est pas encore fait, hein, comme d'habitude. Et Seigneur des Anneaux, oui, c'est peut-être une des meilleures sagas cinématographiques, au moins niveau de la direction artistique, hein. On n'a jamais fait aussi bien à mes yeux à ce niveau-là, et à mon avis, c'est un peu foutu, on fera jamais mieux, hein. Voilà. Là, il y avait un peu toutes les planètes qui se sont alignées au même moment pour que ça puisse exister dans ces conditions-là. Et je pense que maintenant, c'est fini. On n'aura pas quelque chose d'aussi beau, d'aussi bien, et qui prenne autant de risques aussi visuellement. Non, non, je pense que ça y est, c'est fini. On est arrivé à une époque où, au contraire, maintenant, on ne jure que par la CGI et par les effets spéciaux numériques et où ça se voit trop et que malheureusement ils essaient de faire un entre-deux, c'est un peu fini, même si pour les derniers Star Wars ils insistent lourdement sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses en dur, en vrai pas plus qu'avant quoi. Donc notamment quand je dis avant, je parle de la prélogie. Bref, passons, on n'est pas là pour parler de Star Wars. En tout cas, voilà, Seigneur des Anneaux, les deux tours, en version longue, c'est un chef-d'œuvre, voyez-le. Alors en ce moment, chez Prime Video, ils nous ont mis plusieurs Jim Jarmusch, alors certains que je connaissais déjà donc que je n'ai pas revus, mais d'autres que je ne connaissais pas encore, et du coup je me suis empressé de les voir. Donc notamment Night on Earth, qui est plutôt un bon film. C'est un film à sketch, ce qui est pas trop mon genre de film en temps général, mais là du coup on suit les pérégrinations de 5 taxis à travers du coup 5 villes à travers le monde. Donc ça se déroule plutôt la nuit, hein, parce qu'il est plus simple de tourner la nuit en voiture dans les différentes villes du monde, et puis ça apporte un côté poétique cher à ce Jim Jarmusch, donc forcément c'est pas désagréable. Donc globalement les histoires sont bien écrites, les acteurs sont bons, d'ailleurs on va retrouver des acteurs assez connus, ce n'est pas pour nous déplaire, bref, un bon film, pas un de ses meilleurs, mais globalement on passe un bon moment, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à le découvrir sur Prime Video.
Alors à La Rochelle, on a eu la chance de découvrir sur grand écran Les Salauds dorment en paix, donc film de Akira Kurosawa, se déroulant donc dans les années 50 au Japon. C'est un thriller sur la corruption de la haute finance, qui a notamment inspiré un certain Francis Ford Coppola pour sa trilogie du Parrain. Il y a même certaines scènes qui ont été quasiment reprises à l'identique, hein, vous verrez. Franchement, un super film. Il s'agit pour moi du premier film que je découvre de Kurosawa se déroulant dans sa période contemporaine. Et pour le coup, je suis pas déçu. C'est tout aussi bien que ces films en costume d'époque. Donc pour le coup, je savais qu'il fallait que je les découvre. Et ben là, j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. C'était une séance spéciale, alors je sais pas si c'était pour la ressortie du film, je ne pense pas, parce que sinon il y aurait eu plusieurs séances. Là c'était vraiment une séance unique, donc ça devait être dans un cadre un peu spécifique. Mais si vous arrivez à le voir autrement, je pense que ça peut vraiment vous plaire, surtout si justement vous appréciez la trilogie du Parrain. Vous reconnaîtrez justement la scène d'introduction de ce film, parce que Francis Ford Coppola s'en est largement inspiré, hein, vous verrez dans le Parrain. Four Good Days. Donc il s'agit d'un des films qui était sélectionné aux Oscars. C'est un peu pour ça que je l'ai vu. Donc il était sélectionné notamment pour une de ses musiques, hein, et malheureusement pas pour le prix d'interprétation féminine. Alors que franchement, Mila Kunis est vraiment très très bonne dans ce film et ça change des rôles qu'elle a habituellement. Donc c'était un vrai pari, hein, finalement. Certes, le film est assez simple, hein, et classique, on va pas se leurrer, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais pour le rôle de Mila Kunis, quand on voit les autres actrices qui ont été sélectionnées, il y avait au moins une nomination qui aurait pu être faite, je trouve. C'est dommage. Donc ça parle donc d'une jeune fille qui se drogue et qui cherche à arrêter, sauf qu'elle a déjà essayé d'arrêter 14 fois auparavant et ça n'a pas fonctionné. Donc sa mère, elle en a un peu jusque-là, quoi, hein, et son beau-père avec. Donc forcément, c'est pas évident. Son père, lui, il s'en fiche, mais alors royalement, hein. Bref, lui a refait sa vie et puis il s'en bat les couilles. Et clairement, c'est pas un mauvais film, mais on a déjà vu ça pas mal de fois, donc on n'est pas trop surpris de ce qui se déroule. Après, je vous dis, il y a quand même des performances d'acteurs qui sont à soulever, notamment donc Mila Kunis, mais aussi Glenn Close, qui fait donc sa mère. Voilà, clairement, c'est un joli petit film. Si le sujet vous intéresse, je pense que, en tout cas, c'est pas un film sur lequel il faut passer. Ça peut être bien de visionner. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Prime Video ressort certains Jim Jarmusch sur sa plateforme, et notamment son premier film, Permanent Vacation. Bon, on sent le style de Jarmusch, hein, je sais pourquoi il l'a fait, je comprends ce qu'il a essayé de faire. Pour autant, moi, je m'emmerde, hein, comme c'est pas permis. C'est un jeune homme qui passe son temps dans New York, voilà. Et il fait rien d'exceptionnel, juste il va se balader, s'ennuyer, enfin voilà. C'est pas Jojo, hein. Donc il s'agit donc des déambulations d'un vagabond dans les quartiers pauvres en plus de New York. Donc bon, c'est sûr que même là, visuellement, c'est pas très attrayant, hein. Ça semble plus proche de l'essai filmique que d'autre chose, hein, finalement. Il y a toujours aussi ce petit côté jazzy au niveau de la musique qui est cher au réalisateur. C'est probablement le film que j'apprécie le moins de toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui en tout cas, parmi tous ceux que j'ai vus, et sachant qu'il m'en manque plus beaucoup maintenant. Voilà. Moi je veux bien accepter toutes les propositions qu'il me fait, mais s'il n'y a pas un minimum d'histoire pour m'intéresser à son propos, j'ai un peu de mal, quoi. Voilà. Moi clairement je n'aime pas, mais je dis pas que vous ne pourrez pas passer un bon moment devant. En plus le film n'est pas long, il dure 1h16, mais on a vraiment l'impression qu'il en dure le double voire le triple, hein. Vous êtes prévenus. Forcément, comme je vous ai dit, on s'est maté la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc on arrive au 3, donc le Retour du Roi en version longue. Et là encore, c'était un immense plaisir de le revoir.
Clairement, il y a encore plusieurs batailles importantes, mais celles-là sont, on va dire, comment dire, moins dantesques que ce qui se passe dans le 2, à mes yeux en tout cas. Même si Minas Tirith, hein, c'est quand même plutôt classe. Mais c'est pas aussi impactant, je trouve, parce qu'en fait, voilà, je trouve que le premier, on est beaucoup plus sur le voyage, le deuxième, beaucoup plus sur l'épique, et là, on est sur un entre-deux. Et finalement, bah, justement, cet entre-deux bah, fait qu'à chaque fois, on est soit à moitié content de l'aspect voyage, soit à moitié content de l'aspect justement épique. Et du coup, bah, on est, même si ça reste un des très bons, hein, c'est quand même un petit peu moins bien à mes yeux. Alors, pour beaucoup, c'est le meilleur. Pas pour moi, hein, vous l'aurez compris. Après, c'est cool, hein, on découvre notamment le roi sorcier dans son armure, on voit l'armée fantôme, que moi j'adore hein, personnellement. Là, ça y est, on voit Éowyn être héroïque, donc ça aussi c'est génial. Non, non, clairement, c'est une bonne conclusion. Hein. Puis que ce soit justement Aragorn qui devienne roi et le mariage de Sam Gamgee, moi clairement, la fin, je la trouve géniale. D'ailleurs, je préfère de loin le mariage de Sam Gamgee au couronnement du roi, dont je n'ai pas grand chose à faire personnellement. Hein, désolé, même si j'aime beaucoup le personnage d'Aragorn, je trouve que dans ce film-là, il est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, clairement, j'en ai beaucoup longuement parlé sur le live donc de Inglourious Basterds si vous voulez le revoir en fiche. Et bon, voilà, c'est un très bon film, ça reste un chef-d'œuvre, mais c'est, je pense, celui que j'aime le moins quand même dans la trilogie. Alors, il y a eu là récemment la fête du court-métrage. Du coup, on a eu plusieurs séances qui étaient accompagnées donc, de courts-métrages, notamment un film de Georges Méliès, Bouquet d'illusions. C'était sympathique, c'est un film où il fait tourner les têtes des filles, cela grâce à des astuces de montage, donc forcément ça crée des illusions qui étaient impossibles avant sans ça du coup, et bah oui, oui techniquement, et puis même voilà, c'est mignon, c'est gentil, mais bon, forcément aujourd'hui ça a pris un coup de vieux, hein, vu que ce genre de choses c'est quand même assez facile à faire, mais c'est sûr que pour l'époque c'était révolutionnaire. Ensuite, j'ai vu un court-métrage de 2013 qui s'appelle Merry Christmas. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, ça se passe pendant les fêtes de fin d'année. On voit un homme plutôt âgé qui s'imagine devenir ami avec son repas, à savoir un homard. Et puis non, finalement, parce que il a faim, tout simplement. Donc c'est facile, les petites scénettes sont marrantes. La direction artistique est plutôt propre, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, c'est un petit moment sympathique, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Alors j'ai également vu un film policier de Gavin O'Connor datant de 2008 sur Prime Video qui s'appelle donc Le Prix de la Loyauté. Je l'ai vu notamment pour son casting avec du coup Edward Norton et Colin Farrell en tête. Et quelle fut ma déception quand je me suis aperçu que le film était mauvais, hein, tout simplement. L'enquête n'a rien d'original, malgré un casting qui est bon, hein, l'intrigue elle est vraiment des plus convenues. Le rythme n'est pas très bon, la réalisation, n'en parlons pas, sérieusement, n'en parlons pas. Et puis sur la fin, ça devient n'importe quoi, hein, donc moi je recommande vraiment pas. J'ai pas passé un bon moment devant, je pense que si j'étais pas en train de manger, je l'aurais arrêté vraiment au bout de même pas 20 minutes. Donc voilà, non, franchement, pas une réussite, dommage avec un casting pareil, mais bon, voilà, il y a des films, des fois, ça marche pas. Ce mois-ci, comme vous le savez, Cyrano, l'adaptation en comédie musicale est sortie au cinéma. Du coup, ça m'a donné follement envie de revoir le Cyrano de Bergerac de 90 avec Gérard Depardieu. Et oui, ça reste mon film préféré, hein, ça y a pas à dire. Hein, donc clairement, j'ai passé un super moment devant. C'était un plaisir donc de le revoir. En plus, la tirade du nez qui n'est pas dans la version justement de 2022 est présente ici et de la meilleure des façons. Donc forcément, c'est un régal. Et puis ouais, non, c'est comment dire, ce qui est vraiment bien en plus là, c'est que j'ai la version Mediabook Blu-ray avec du coup des bonus, notamment une interview du réalisateur. Alors moi en plus, comme je vous l'ai déjà dit à nombreuses reprises, j'ai eu la chance de voir le film au FEMA en présence du réalisateur et en plus de son scénariste, donc déjà j'avais eu
pas mal d'anecdotes ici, mais là encore on en apprend encore plus, notamment par exemple que Depardieu, lors des répétitions, s'est calé sur les acteurs de théâtre pour justement voir comment il pouvait déclamer son texte, euh, vu que c'est quand même une œuvre de théâtre à la base. Et finalement, quand on est arrivé sur le plateau pour tourner, là, c'est les acteurs de théâtre qui se sont calés sur le jeu de Depardieu parce que, en fonction des déplacements et tout ça, qui était très différent de la pièce de théâtre, qui demande une autre gymnastique, on va dire, forcément, le jeu aussi n'est pas le même. Et du coup, c'est bien parce qu'ils se sont finalement inspirés les uns des autres et ça donne un film formidable. Donc voyez-le si ce n'est pas encore fait. Une femme dont on parle, de Kenji Mizoguchi. Alors ça, je l'ai vu sur Mubi et je ne regrette pas, hein, même si à mes yeux c'est peut-être un film un peu simple pour Mizoguchi. Hein. Donc encore une fois, il va nous parler du monde des geishas. Là notamment d'une patronne et de sa fille qui, par la force des choses, est obligée de rentrer à la maison après s'être fait briser le cœur par un jeune homme qui n'a pas voulu finalement se fiancer avec elle. Voilà, comme c'est triste. Quand il a su justement le métier de sa mère. Et donc à partir de là. On va voir justement qu'elle va changer la vie aussi, du coup, finalement, sur ce métier, hein, vu qu'elle va être au plus près de ces femmes-là. Et elle va également tomber amoureuse d'un nouvel homme qui n'est nul autre que l'amant de sa mère. Et ça, c'est quand même plutôt cocasse. Voilà. Donc, là aussi, on voit que la mère aussi va devoir justement ouvrir les yeux sur le fait que finalement faut laisser la place aux jeunes, hein, que elle finalement elle n'est plus si jeune que ça et qu'elle avait un doux rêve avec ce jeune homme qui n'est finalement pas réalisable. Enfin bref, voilà, c'est une triste histoire, mais en même temps c'est joli. Donc voilà, Kenji Mizoguchi dans toute sa splendeur, même si je trouve quand même que scénaristiquement parlant, c'est quand même un de ses plus simples, hein, clairement. Même s'il y a un très bon casting, encore une fois, hein, notamment avec Kinuyo Tanaka, qui était donc sa muse, qui a elle-même réalisé 6 films qui sont très bons et qui sont en ce moment au cinéma, allez les voir. Donc voilà, clairement, du bon. Si ça vous intéresse, allez-y. Alors je me suis aussi refait Le Fantôme de l'Opéra de 1943, donc la deuxième version cinématographique. Parce que ça faisait déjà 8 ans que je l'avais pas vu, hein, donc quand même, le temps passe. Et je sais pas, j'avais envie de le revoir, et oui, c'est un joli petit film. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres adaptations qui sont meilleures que celle-là. Mais en tout cas, moi j'aime bien les acteurs. Après, j'aime un peu moins les passages musicaux, justement, d'opéra qui sont un peu longs, hein, il faut bien le dire. Qui en plus ne sont pas en lien direct finalement avec l'histoire, hein, si ce n'est que ça se déroule justement pendant des représentations d'opéra. Mais en dehors de ça, il n'y a pas justement un choix de ces opéras en particulier qui sont en lien pour moi direct avec l'histoire, donc oui, si vous voulez. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de les faire durer aussi longuement, hein, voilà. Donc bref. En tout cas, ça me donne envie de voir justement d'autres adaptations de cette œuvre-là, et pour comparer, en tout cas, pour un film de 43, c'est quand même un bon film, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Et on a fini le mois avec un autre revisionnage, à savoir Christine. Alors non, pas celui de Carpenter, non, pas du tout. Celui avec Romy Schneider et Alain Delon, à savoir donc de Pierre Gaspard Duy. Donc c'est une tragédie somme toute classique, hein, qui se déroule donc à Vienne, où donc une jeune fille va tomber sous charme d'un sous-lieutenant des dragons, donc Alain Delon évidemment. Et elle qui vient d'une famille assez pauvre finalement, qui en plus du coup fait très attention justement à ses fréquentations. Au départ justement elle veut pas forcément sortir avec lui, et puis finalement lui qui sort aussi entre guillemets d'une
rupture, vous verrez pourquoi j'ai mis des guillemets, avec une femme mariée, et lui non plus ne cherche pas particulièrement l'amour tout de suite, et puis finalement il tombe quand même amoureux d'elle, donc voilà. C'est une jolie histoire, mais comme je vous ai dit, c'est une tragédie, donc ça ne se finit pas bien, évidemment. Donc voilà, il y a quelques longueurs, mais clairement c'est mignon, on passe un bon moment. Les décors sont plutôt beaux, les costumes aussi, donc voilà. C'est tout donc pour ce mois de mars. Je vous dis au mois prochain. Ciao!